Merci Monsieur Salama. Tout d'abord, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, car vous savez, comme j'aime parler de médecine, pas seulement de facteurs de croissance. Et ce soir, vous me donnez l'occasion d'exprimer un petit peu ma connaissance dans le domaine de l'exploration préopératoire. En fait, la cicatrisation est quelque chose de très naturel. Quand on fait un acte médical ou chirurgical, on n'a pas le moindre doute sur la cicatrisation du patient. On sait qu'il va cicatriser parce que c'est un phénomène naturel. Mais néanmoins, ce phénomène est le résultat de très nombreuses régulations et notamment un seul facteur va être majeur, capital, obligatoire, indispensable, je dirais incontournable, c'est le sang. C'est-à-dire, c'est la vascularisation. On ne peut pas imaginer une seconde que l'on va pouvoir cicatriser sans cet apport, ce qu'on appelle le flux sanguin. Alors, essayons d'y aller un petit peu plus loin. L'absence de vascularisation est l'obstacle majeur. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de vascularisation, notre patient ne peut absolument pas cicatriser. Et en fait, on peut voir dans ces exemples de cicatrisation difficile, c'est-à-dire ce sont des cicatrisations cutanées avec des plaies infectées, très largement infectées depuis de très nombreux mois. Et on peut résumer la situation de la manière suivante. Il n'y a pas de cicatrisation, il y a une suppuration chronique parce qu'il n'y a pas de vascularisation à la superficie. Et si par hasard, on arrive, quand je dis hasard, c'est une tournure d'esprit, si on arrive à produire à la surface de ces plaies des vaisseaux nombreux, ben regardez ce qui se passe d'abord, c'est que l'infection disparaît. Donc en fait, le traitement de l'infection, c'est pas l'antibiothérapie, c'est d'abord réussir à vasculariser une plaie. Et lorsque cette plaie est vascularisée, on voit bien les vaisseaux sur les trois images, lorsqu'on a réussi à vasculariser cette plaie, ben elle va obligatoirement cicatriser. Donc c'est ça le principe, c'est si on arrive à envoyer des vaisseaux, ils vont permettre la cicatrisation parce que ce sont eux qui amènent tous les éléments pour cicatriser, les facteurs de croissance, les nutriments, les cellules souches, tout. Alors, récemment, un article très intéressant a été publié en 2013 par une équipe japonaise, et ils disent que l'angiogénèse précède la régénération osseuse, même quand le site est critique, et que la quantité d'os dépend du nombre et du volume des vaisseaux. En fait, on essaye de nous faire croire que lorsqu'on fait une greffe osseuse, c'est le biomatériau qui va nous donner l'os. Pas du tout. C'est la vascularisation que l'on va obtenir dans cette formation osseuse qui va nous permettre de fabriquer de l'os entre le gain, c'est ce qu'on appelle l'ostéoconduction. C'est très important. Alors, pour aller un petit peu, pour mieux comprendre et juste pour réellement apprécier l'importance de cette vascularisation, on peut poser une question. Est-ce qu'un os nécrotique peut être construit avec des vaisseaux? C'est-à-dire une situation dramatique, eh bien, on va essayer d'utiliser ce concept dans le traitement des ostéonécroses, qu'elles soient chimio ou radio-nécrose. Et on va utiliser un système qui s'appelle des ondes de choc avec un appareil à ondes de choc, et cet appareil va délivrer des ondes qui ont la particularité d'être extrêmement puissantes. Vous imaginez une onde qui appuie sur un tissu avec une force de 500 bars. Lorsque la pression atmosphérique est à 1 bar, vous imaginez à quel point la pression est importante, mais comme elle s'exerce pendant une microseconde, elle n'est absolument pas ressentie avec la puissance que l'on peut imaginer lorsqu'on voit l'importance des barres exercées par cette pression. Voilà comment on traite un patient avec des ondes de choc. On a une sonde qui applique ces ondes et on le place de manière externe et non invasive. Quel est l'intérêt de ces ondes de choc? C'est qu'elles vont induire de manière extrêmement puissante une néoangiogénèse et en même temps faire sécréter par les cellules des BMP dont on connaît la puissance de stimulation de l'os
des facteurs de croissance comme le TGF, et en même temps, ces ondes vont avoir un effet antibactérien, mais ne nous trompons pas, l'effet antibactérien est dû à la stimulation de l'angiogène. Et on va commencer, et c'est une étude que nous avons réalisée, que nous avons commencé il y a 3 ans et que j'ai publiée récemment, à appliquer ces techniques dans les ostéonécroses de la mandibule. Alors il est évident que je vois ces patients parce qu'ils ont mal. Donc ils fréquentent aussi les centres antidouleurs parce qu'il y a un problème douloureux. Et voici le patient comme on va le voir, avec une suppuration chronique qui dure depuis plus de 6 mois et une ostéonécrose post-extractionnelle. On va appliquer une première séance. Les séances comportent à peu près 1000 chocs, et donc elles durent à peu près entre 5 et 10 minutes. Et on répète la séance en général 3 à 4 fois. 3 à 4 semaines. Toutes les 3 à 4 semaines. Et regardez, après une session et après 2 sessions, la gencive est complètement cicatrisée. Alors ne nous trompons pas. Si la gencive est cicatrisée, c'est tout simplement qu'elle est revascularisée. Mais quand on va revoir la radiographie après 3 sessions, on va regarder comment l'os a été reconstruit et comment l'os a cicatrisé. Donc vous avez compris que tout simplement en produisant des vaisseaux dans le site, on va permettre d'évacuer, parce que les vaisseaux ont aussi cette fonction d'évacuation, soit du pus, soit de l'infection, soit de la nécrose, et ils vont construire à la place un os vivant et vital. Une autre indication sur une ostéoradionécrose. Alors regardez, il y a 2 fractures spontanées de la mandibule, vous voyez, il y a 2 fractures spontanées, le patient a une sonde de gastrostomie, il ne peut pas manger, et il vient de Suisse, et donc on va appliquer ce traitement au rythme de 1 session par mois. Et regardez au bout de 6 mois comment la structure osseuse de la mandibule va se modifier, mais se modifier radicalement avec une guérison des 2 fractures. Un autre cas publié très récemment, c'est une ostéoradionécrose à nouveau avec une double fracture mandibulaire et une fistule cutanée. Vous voyez, regardez la fistule, le pus et la nécrose s'évacuent par la peau. Ben, il est sous morphine en patch, et donc lorsqu'on va appliquer 2 sessions, ben, la douleur va disparaître complètement. Il ne prend plus d'antalgique au bout de 2 sessions, et l'aspect extérieur de la plaie est guéri. Et donc ça veut dire que s'il n'a plus mal, c'est qu'il n'y a plus d'ischémie, et on va effectivement bien voir que les 2 fractures sont consolidées avec une guérison non encore complète, mais disons que le patient mène une vie totalement normale aujourd'hui. Dernier exemple, c'est une ostéonécrose débutante. Je vous le montre parce que c'est intéressant, car des fois on voit une ostéonécrose qui démarre et on ne fait pas le bon choix thérapeutique. Voilà une patiente qui a été extraite il y a quelques semaines et qui se présente au CHU de Nice dans cet état-là. Et l'ostéonécrose est débutante, elle est sous biphosphonate. On va immédiatement nettoyer, cureter la nécrose. Surtout ne pas essayer de fermer la plaie, car c'est la pire des choses à faire. Il faut tout simplement laisser ouvert et évidemment mettre à l'intérieur du PRF, tout simplement pour commencer à traiter en ondes de choc et regarder après une session comment la plaie et l'ostéonécrose va guérir spontanément. Si vous fermez la gencive, alors c'est qu'en dessous, l'os est en train de cicatriser. Tant que l'os n'est pas cicatrisé, la gencive restera ouverte. Alors, on comprend que ce succès tient essentiellement à notre capacité à pouvoir une vascularisation intense. Et si on n'y arrive pas, alors on va perdre de l'os. Un autre exemple médical, c'est une maladie que je traite régulièrement dans mon unité de traitement de la douleur, c'est la neuroalgodystrophie. C'est une ostéolyse aiguë qui est due à une fermeture des ponts artério-veineux précapillaires après un choc traumatique. Et regardez, lorsqu'on a une fracture du poignet, qu'est-ce qui se passe? L'os se met à se décalcifier, tout simplement parce qu'il n'est plus vascularisé. Voilà une algodystrophie du coude. Vous voyez comme l'os se raréfie. Donc le concept de la vascularisation, il est majeur pour comprendre que c'est ce qu'on doit avoir comme type d'objectif, c'est uniquement produire. Alors, si on analyse cette vascularisation, il faut bien analyser le flux sanguin. Ça s'appelle en médecine l'hémorragie, c'est-à-dire l'analyse des flux sanguins. Et lorsqu'on
veut analyser le débit vasculaire, c'est-à-dire le débit de sang dans un vaisseau, il faut considérer, puisque c'est une composante physique, qu'il va falloir analyser et le diamètre, puisque c'est un tuyau, donc le tuyau, il faut voir quelle taille il a, et deuxièmement, quelle est la nature du liquide qui s'écoule à l'intérieur. Et regardez, voilà 3 types de vaisseaux. À gauche, un vaisseau normal, au milieu, un vaisseau qui commence à s'obstruer, et à droite, un vaisseau qui est complètement obstrué. Et vous comprenez très bien que dans un vaisseau de ce type-là, il n'y aura pas beaucoup, je dirais, entre guillemets, à manger au bout des vaisseaux. Donc ça veut dire qu'on est dans un stade ischémique. Mais également, à l'intérieur de ces vaisseaux, la nature du liquide qui va s'écouler va être importante. Et c'est là où on va introduire la notion de viscosité sanguine. Est-ce que le sang est visqueux ou pas? S'il est visqueux, il va s'écouler lentement et difficilement. S'il n'est pas visqueux, il va s'écouler normalement. Et on considère que le sang, dans le sang, il y a du plasma, on peut considérer que c'est de l'eau, et il y a également des globules rouges. Et en général, ce sont les globules rouges qui vont donner la viscosité. Alors, on peut tout de suite comparer un vaisseau de taille normale et un vaisseau de taille réduite. Le flux vasculaire est moins important, et donc la quantité de sang apporté dans les terminaisons sera réduite, et donc l'ischémie sera dépendante de la nouvelle taille du vaisseau. Et lorsque le diamètre diminue dans un tuyau, qu'est-ce qui se fait? Mécaniquement, la résistance augmente, la résistance à l'écoulement. C'est tout simplement la définition de l'hypertension artérielle. Lorsqu'un patient est hypertendu, c'est tout simplement qu'il a une taille des vaisseaux qui est réduite. Et cette taille, à partir du moment où il réduit la taille des vaisseaux, la pression dans le circuit augmente. Et c'est pour ça qu'on traite l'hypertension par des vasodilatateurs, tout simplement pour permettre une meilleure vascularisation terminale, et notamment dans le rein. Alors juste pour comprendre, parce que ça ce sont des schémas, mais comment on peut évaluer la vascularisation d'un patient? On a un endroit où on peut voir les vaisseaux, c'est le fond d'œil. Voilà un fond d'œil avec une arborescence et une vascularisation tout à fait normale, c'est-à-dire qu'on voit les artérioles, les capillaires, les tout petits capillaires, etc. Et voilà le fond d'œil d'un hypertendu. Il n'y a pas grand-chose comme capillaire. Donc vous avez compris que ces gens qui sont hypertendus, en général, ont une diminution de la lumière vasculaire, et cette diminution de la lumière vasculaire va se traduire dans les tissus par une hypovascularisation. Secondairement, la viscosité sanguine. Alors la viscosité, elle dépend des globules rouges, comme je vous l'ai dit, les globules rouges sont déterminés par une hématocrite. Et cette hématocrite, c'est le taux de globules dans le sang. Et si maintenant on introduit le dernier exemple, c'est-à-dire si on a des vaisseaux normaux, des vaisseaux de taille réduite, et si on a des vaisseaux dont la taille est réduite, mais qui comportent plus de globules, vous allez comprendre que, là encore, dans la mesure où il y a plus de viscosité, l'écoulement est plus réduit et plus ralenti. Et ces patients-là qui ont des vaisseaux de mauvaise qualité et qui ont un excès de taux de globules, on les rencontre très souvent, on les rencontre tous les jours dans les cabinets dentaires, ce sont les fumeurs. Et voilà pourquoi les fumeurs cicatrisent mal, tout simplement parce qu'ils ont une atteinte du diamètre vasculaire. Ils ont souvent une polyglobulie qui est la conséquence du tabagisme, et ils ont une inflammation chronique locale. Et cette ischémie est l'explication des échecs que l'on rencontre chez les fumeurs. Voilà un exemple de fumeur, 54% d'hématocrite. Vous avez compris qu'avec 54% d'hématocrite, il est impossible pour lui de concourir à quelconque compétition sportive. Et vous comprenez qu'avec 54%, le taux d'accident vasculaire et de complications vasculaires est beaucoup plus important. Alors, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, le terrain? On a compris que c'était un problème de taille et un problème de viscosité. Donc, il faut soit dilater, soit réduire la viscosité. Dilater, ça veut dire contrôler la pression préopératoire, la tension artérielle, et dépister les hypertendus. C'est pour moi un examen et un acte médical obligatoire aujourd'hui dans un cabinet dentaire. On se doit de prendre l'attention et de vérifier la tension de nos patients, notamment avant un geste chirurgical. Mais on peut également réduire la viscosité. Réduire la viscosité, c'est tout simplement réduire le nombre de globules rouges, qu'il y en a trop. Comment réduire le nombre de globules rouges?
À l'époque, on faisait des saignées, ça c'était le traitement classique des médecins lorsqu'ils n'avaient pas toute cette armada thérapeutique. Aujourd'hui, on peut tout simplement envoyer le patient, donner son sang au centre de transfusion le plus proche, et vous allez baisser de plusieurs poussants son hématocrit en l'espace de quelques heures. Et donc, en général, dans ces cas-là, on peut améliorer l'état rhéologique d'un fumeur en lui faisant pratiquer un don du sang la veille de la chirurgie. On peut également, et c'est un concept qui est très vieux, c'est de donner de l'aspirine à ces gens-là. Pourquoi? Parce que on sait que l'aspirine a un effet fluidifiant du sang. Et chez ces patients, justement, dont la rhéologie n'est pas favorable, le fait de fluidifier du sang, on va aider ce patient à cicatriser. Et donc, pour moi, le bilan préopératoire chez un sujet à risque comme le tabagique est intéressant, mais à une condition, c'est de ne regarder que l'hématocrit, parce que c'est le seul élément qui va nous permettre d'apprécier la viscosité du patient. L'ostéointégration, c'est aussi pas seulement le résultat d'une réaction biologique favorable, mais c'est surtout l'absence de réaction négative de la part du patient. Et dans ces facteurs négatifs, il y a deux facteurs récents auxquels je me suis beaucoup intéressé, c'est les problèmes lipidiques et les problèmes immunitaires. Alors effectivement, depuis de très nombreuses années, j'en ai même écrit un article dans une revue canadienne, je dis à mes amis dentistes, attention au cholestérol parce qu'il va vous entraîner des échecs. Et c'est une position que j'exprime depuis de très nombreuses années, et je reçois beaucoup de mails, que ce soit de Français ou d'étrangers, qui me demandent la conduite à tenir devant des cas d'échec. Et ma première question est toujours, est-ce que tu peux me donner le taux de cholestérol de ton patient? Car je suis sûr que derrière, on va avoir un taux de cholestérol élevé, pas toujours, mais souvent. Quand je reçois des lettres de confrères étrangers qui me posent des questions, ma première réaction est toujours de leur dire, est-ce que vous pouvez me donner les taux de cholestérol de vos patients avant qu'on discute d'autres choses? Et on va très souvent trouver des patients avec des taux élevés. Alors comment comprendre? Quel rapport entre le cholestérol et l'os? Tout simplement, c'est que le métabolisme du cholestérol se déroule principalement dans les ostéoblastes. Et lorsqu'on parle de cholestérol, on sait qu'on a le bon et le mauvais. Le bon, c'est un antioxydant. HDL veut dire High Density Lipoprotein et LDL veut dire Low Density Lipoprotein. Et le mauvais cholestérol, c'est un oxydant. Vous avez compris que quand ce LDL s'accumule dans la cellule osseuse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va oxyder la cellule et il va la tuer. Et vous comprenez pourquoi, quand on a beaucoup de cholestérol, on a un métabolisme osseux qui ne fonctionne pas bien. Parce que c'est biologique. Les cellules osseuses ne fonctionnent pas comme il faut, et en même temps, le taux de graisse dans l'os augmente de manière assez sensible. D'ailleurs, si vous avez déjà opéré ou fait des lambeaux, vous avez pu voir des fois que le patient a un os un peu jaune, on appelle ça yellow bone, et Bradmark, dont on peut comprendre l'esprit clinique qu'il avait déjà à l'époque, il disait il y a 30 ans, quand je vois un os jaune, j'annule la graisse. Mais par contre, si vous avez des patients qui prennent des statines parce qu'ils ont un cholestérol élevé et que donc ils réduisent leur cholestérol avec des statines, cette situation est beaucoup plus favorable car les statines augmentent le métabolisme osseux et vous serez plutôt dans un contexte favorable que défavorable. Alors, pour finir avec le cholestérol, pour moi, après un échec ou avant une greffe importante, je conseille à tous mes amis de tester le cholestérol. C'est toujours un problème que l'on évitera et qu'on n'a pas à régler après l'échec, ou du moins un résultat qui va être insuffisant. Pardon, excusez-moi. Alors, deuxième condition, c'est l'immunité. L'immunité déficiente, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsqu'on a un terrain déficient, on s'infecte plus rapidement. Et pour comprendre le mécanisme de la défense immunitaire, il est très simple. Voilà un leucocyte et voilà un staphylocoque. C'est comme ça que ça se passe. On se défend lorsqu'on a un contact avec un microbe, on va activer
on va activer des récepteurs de nos leucocytes. Et ces récepteurs vont induire la fabrication d'antibiotiques humains. Ces antibiotiques humains que nous fabriquons sont beaucoup plus puissants que les antibiotiques de la pharmacie. J'aimerais bien que vous arrêtiez de penser que ce sont les antibiotiques que vous donnez à votre patient qui vont vous prévenir de l'infection. Non, c'est d'abord l'immunité du patient, mais pour avoir une immunité normale, il faut avoir un taux sanguin adéquat de vitamine D. Et ça, c'est une notion récente qui n'a que quelques années et qui nous permet aujourd'hui de considérer que la vitamine D est un facteur important. Vous voyez le nombre d'articles. On parle de vitamine D dans l'immunité, dans les infections, dans les allergies, dans le diabète, dans le tabac et dans le cancer. On se rend compte aujourd'hui que le déficit en vitamine D est un facteur extrêmement favorisant du cancer. Près de 4000 publications l'année dernière. Regardez, dernièrement, une équipe a montré que la vitamine D avait une action dans la genèse de la maladie de Parkinson. Bref, aujourd'hui, lorsqu'on analyse la vitamine D, on se rend compte que les gens qui sont déficients ont un taux de staphylocoque beaucoup plus élevé dans la muqueuse nasale. Ça veut dire que tout simplement, ils ne sont pas capables de se défendre. Le taux d'infection est toujours beaucoup plus important quand les gens sont déficients en vitamine D. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez sûrement dans votre clientèle des patients avec des parodontites chroniques et qui n'arrivent pas à guérir. Ben, je peux vous dire que c'est pas à cause de votre traitement, puisque vous leur donnez des antibiotiques, ils vont bien quelques semaines, puis récidivent. Ils sont tout simplement déficients en vitamine D, ils sont incapables de guérir spontanément. Si vous les compensez en vitamine D, si vous rétablissez tout de suite un taux de vitamine D adéquat, ils vont guérir à la vitesse de la lumière. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette notion d'immunité, mais il y a aussi le fait que les patients allergiques sont souvent déficients. Et donc, quand on a des patients déficients allergiques aux antibiotiques, on se rend compte qu'ils font plus souvent des infections, parce qu'ils sont tout simplement déficients en vitamine D. Et ça a été publié, où justement il y a cette corrélation entre les infections de sinus, par exemple, et les taux d'allergie. Cette vitamine D, le milieu odontologique devrait s'y intéresser de plus près. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a une immunité déficiente, on aura plus d'infections et on aura également un métabolisme osseux réduit. Là encore, vous voyez, regardez, un mail reçu d'un confrère français et qui me dit qu'il a 2 échecs successifs. Alors je lui dis, il faut doser la vitamine D et le cholestérol. Et qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un LDL à 1,60, c'est-à-dire trop élevé. Et on va trouver une carence en vitamine D, puisque le patient a 8,5 nanogrammes. Y a-t-il beaucoup de patients déficients? Il y en a plus d'1 milliard aujourd'hui sur la Terre. C'est l'estimation de Olick dans un article magnifique publié dans le New England Journal of Medicine. Et en fait, le taux normal doit être supérieur à 30 nanogrammes ou 75 nanomoles. Tout dépend comment le labo fait. Vous voyez, c'est 30 nanogrammes ou 75 nanomoles. En dessous, soit c'est entre 10 et 30, c'est l'insuffisance. Entre 0 et 10, c'est la carence. Toujours est-il que c'est pour nous, en dessous de 30, ça ne va pas. Vous voyez, regardez, dans une étude faite en 2012, dans un hôpital de l'Est français, on va trouver 91% de patients déficients, dont 40% de carencés. Et vous voyez, qui sont ces patients? Il y a beaucoup de fumeurs, il y a beaucoup de diabétiques, et il y a beaucoup d'hypertendus. Donc vous voyez qu'un fumeur qui est carencé en vitamine D est beaucoup plus dangereux qu'un fumeur tout court. Et donc, il y a eu des études de dosage en préhomme. Stoker a montré qu'il ait trouvé 60% de patients déficients avant une chirurgie orthopédique aux États-Unis. En Allemagne, on parle d'épidémie de déficience en vitamine D. Ils ont trouvé 85% d'insuffisants, dont 60% de carencés. En Belgique, 93% des patients qui se présentent à l'hôpital avec une fracture de la tête fémorale sont déficients en vitamine D. Vous avez compris qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déficients. Il y a beaucoup de déficients. Et donc, d'ailleurs, le consensus en médecine dit qu'il faut supplémenter tous les patients âgés, sans aucun besoin de faire un contrôle biologique, car au-delà de 60 ans, ils ne vont pas au soleil, ils ne sortent pas beaucoup. Et attention également aux patients allergiques qui sont souvent déficients en vitamine D.
Alors, je vous invite à lire cet article et ceux qui le voudront, je leur enverrai puisqu'il est paru au mois d'octobre 2013, puisque c'est un article que j'ai publié avec un team renommé, justement où je parle de ces problèmes de cholestérol et de vitamine D et leur implication dans les risques en chirurgie orale. Le cholestérol et la vitamine D proviennent de la même molécule, c'est le cholécalciférol. Donc ils sont très proches, et d'ailleurs, lorsqu'on supplémente en vitamine D, eh ben, on réduit le taux de cholestérol, tout simplement. Et si vous traitez le cholestérol avec des statines, ben, vous augmentez le taux de vitamine D. Ce sont deux molécules qui sont extrêmement liées, et donc c'est pour ça que j'en parle de manière combinée, car on doit s'y intéresser à toutes les deux. Et je vous montre quelques bilans reçus ces derniers temps, que ce soit par les réseaux sociaux ou que ce soit par des confrères. On retrouve toujours dans les échecs un taux de LDL élevé, 1,96, et un taux de vitamine D bas. On retrouve toujours dans les échecs des taux élevés de LDL cholestérol, 218. Mais ça a une implication médico-légale, car quand vous faites un bilan, vous pouvez expliquer à votre patient pourquoi vous avez eu un échec, mais vous pouvez également le responsabiliser. C'est-à-dire que quand vous avez découvert chez votre patient un taux de cholestérol élevé ou un taux de vitamine D, vous allez exiger de votre patient qu'il maintienne ces taux dans la normale s'il veut bénéficier de votre part d'une garantie à long terme. Comment prescrire? Il faut demander le dosage du cholestérol total et du LDL. Il faut demander le dosage de la vitamine D. En fait, on dose la 25-hydroxyvitamine D et on demande la D2 et la D3. Le traitement, le cholestérol, c'est le patient, c'est le médecin traitant, parce que vous n'êtes pas habilité à traiter le cholestérol. Par contre, la vitamine D, c'est en vente libre. Quand vous avez un patient déficient, vous allez lui donner une ampoule d'UV-dose. Ce sont des ampoules dosées à 100 000 unités. Et on va donner 2 ampoules à 15 jours d'intervalle. Et lorsqu'on a donné 2 ampoules, on est sûr que notre patient a un taux de vitamine D largement supérieur qui va durer pendant plusieurs mois. Mais attention, si vous avez trop de vitamine D basse, il va falloir que votre patient en prenne pendant toute sa vie, en fait. Ça devient un traitement à vie. Alors, pour conclure ce bilan opératoire, vous avez compris que pour moi, il faut prendre l'attention parce que ça permet de dépister les hypertendus. Dans le bilan hématologique, ce qui m'intéresse, c'est l'hématocrite. Dans le bilan biologique, ce qui m'intéresse, c'est le cholestérol et la vitamine D. Et éventuellement, si vous avez un doute sur la qualité de la vascularisation de votre patient, vous pouvez toujours demander l'avis d'un confrère ophtalmo. C'est pas facile en ce moment pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo, mais on peut toujours demander pour être rassuré. Voilà, mes chers amis, j'ai fini de vous parler de petits conseils qui, je pense, vous aideront à expliquer soit des échecs, soit des patients qui n'arrivent pas à guérir. Et pour ceux que ça intéresse, je les invite à nous rejoindre au CIFAC. Le prochain congrès aura lieu à Paris dans pratiquement un mois, avec de très très grands noms de la chirurgie orale, qu'ils soient américains, qu'ils soient français, qu'ils soient japonais, allemands, etc. J'ai réuni un plateau exceptionnel avec des chercheurs de très très haute volée, et j'espère que ils nous enseigneront l'essentiel de la médecine pour mieux traiter nos patients. Je vous remercie. Merci, Dr Choukroun, pour cette excellente présentation très claire. Alors, je vais... Je suis désolé, j'ai dépassé un peu le temps, mais bon... Oh non, c'est bon, on a dépassé de 5 minutes, on a fait pire. Non, c'est parfait, c'est parfait. J'aimerais juste poser une ou deux questions, et n'hésitez pas éventuellement à en poser trop en cours, mais en tout cas, je vais prendre une première. Existe-t-il un protocole de préparation et d'utilisation du PRF? Oui, évidemment. Et où peut-on le trouver, en fait, hein, C'est pas le sujet. En fait, d'ailleurs, le Conseil de l'Ordre va publier, je crois, ce mois-ci ou le mois prochain, un rappel sur les obligations déontologiques. Le PRF, oui, bien sûr qu'il existe un protocole, bien sûr qu'il faut être formé, bien sûr qu'on a le droit de prélever, puisque en même temps que l'acceptation par la Direction générale de la santé du PRF, nous avons réussi à obtenir que le dentiste puisse faire le prélèvement lui-même. C'est-à-dire le dentiste aujourd'hui est reconnu apte
à prélever et à injecter des produits à partir du moment où ces produits ont un rapport avec la chirurgie orale. Enfin, la chirurgie orale ou du moins la chirurgie dentaire. Donc oui, il existe un protocole, oui, mais pour ça, il faut faire une formation. Et pour se former, il y a un site internet qui s'appelle sifac.com et vous trouverez les dates des formations à Nice ou à Paris. D'accord. Alors Sifac, je précise, c'est SYFAC, si vous voulez faire des recherches sur Google. Alors d'autres personnes nous demandent concrètement comment est-ce qu'on peut s'équiper, s'appareiller en cabinet pour accentuer la vascularisation. Ils veulent vasculariser quoi? S'équiper, c'est-à-dire s'équiper pour alors, je leur déconseille de s'équiper en appareil d'onde de choc, ça pèse 50 kilos et ça coûte extrêmement cher, plus de 20 000 euros. Mais ça, c'est un appareil avec lequel je fais de la recherche clinique. D'accord. Mais c'est pas. Vous savez, aujourd'hui, avec cet appareil, je n'ai pas le temps. Je vous avais montré. Je traite actuellement des gens qui viennent du Costa Rica, de Roumanie, de Suisse, de partout, parce que nous sommes deux équipes actuellement. Une est en Israël et une est à Nice. En Israël, c'est toute la recherche fondamentale animale et à Nice, c'est toute la recherche clinique. Donc, je récupère aujourd'hui des patients qui viennent du monde entier pour ce genre de problème, car nous avons réussi à leur trouver une solution. Ce sont des patients qui sont dans un état dramatique. D'accord, mais c'est pas envisageable en cabinet, bien évidemment. Alors, ça sera un jour, mais vous savez, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, l'appareil coûte 20 000 euros. Peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, il y aura des appareils qui coûteront 1 000 ou 2 000 euros. Car il ne faut pas oublier que ces appareils, au départ, nous les avons testés pour vérifier si on pouvait arrêter ou annuler la résorption osseuse après un lambeau. L'objectif primaire était, peut-on annuler la résorption osseuse après un lambeau? La réponse est oui, avec zone de choc, mais aujourd'hui, ça coûte trop cher. Du coup, on a dévié sur les ostéonécroses. Très bien. Écoutez, je vous remercie, docteur Choukroun. Hein. C'est un vrai plaisir. Alors, s'il y a des praticiens qui veulent récupérer l'article, moi je vais vous l'envoyer. Oui. Très bien. Je vais vous envoyer l'article qui est sorti il y a longtemps. Bon, il est en anglais, je suis désolé. Mais en tous les cas, il est très intéressant et ça permet de comprendre énormément de choses dans ce domaine qu'on ne connaît pas. Moi, je dis toujours aujourd'hui à tous les praticiens, dès que vous avez un problème, allez d'abord chercher la biologie. C'est ce qui explique pourquoi un patient n'a pas cicatrisé. C'est pas un biomatériau ou un autre qui va vous expliquer pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. C'est d'abord le patient qui décide s'il cicatrise ou pas. Et s'il accepte pas un produit, on peut lui donner même le meilleur produit du monde. S'il refuse, il refusera tout. Très bien. Écoutez, merci infiniment. Donc, j'attends votre document que je forwarderai aux participants. Vous allez le recevoir dans quelques secondes, et ceux qui le réclament. Très bien, et je l'enverrai. Comme ça, voilà. Et je le partagerai avec les participants à ce webinaire. Merci infiniment, Dr Choukroun, et à très bientôt, j'espère, pour notre conférence. Merci, au revoir. Au revoir.